Connaissez-vous ce trésor méconnu venu d'Asie, alliant luxe et durabilité? Non? Et si je vous parlais de chameau aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Cristal Lioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler fibres. Alors j'ai déjà parlé mouton, j'ai déjà parlé mérinos, j'ai déjà parlé cachemire, mohair, soie, fibre végétale. Aujourd'hui je vais m'attarder sur une fibre qui est un peu plus méconnue, qui est le chameau. Si je parle de fibre de chameau, forcément je vais parler de chameau. Le chameau, c'est un animal qui est issu de la famille des camélidés. Dans la famille des camélidés, vous allez y retrouver l'alpaga, le lama, la vigogne. J'en ai parlé dans cette vidéo. Alors, le chameau, il existe sous différents types partout dans le monde. On en trouve en Afrique notamment. Mais ce n'est pas ce chameau-là dont on va parler. On va parler du chameau qui est en Asie centrale, notamment dans les steppes de Mongolie. On en trouve de la mer Noire jusqu'aux steppes de Mongolie, on en trouve chez les Ouïghours, on en trouve au Kazakhstan, on en trouve en Mongolie. Alors cet animal, c'est le chameau bactrian qui existe à l'état sauvage, mais il est en danger, parce qu'il faut savoir qu'il y a une pression sur son habitat qui fait telle que l'animal est devenu en danger parce qu'il n'a plus assez pour vivre. Mais il existe des chameaux domestiqués qui sont utilisés par les tribus nomades, notamment parce que cette zone-là, j'en ai parlé dans la vidéo sur le Cachemire, il y a quand même pas mal d'éleveurs qui sont nomades en fait. Donc on élève des moutons, on élève des chèvres cachemire, ils élèvent aussi des yaks et aussi des chameaux. Et le chameau ne leur sert pas qu'à la fibre. Le chameau en fait, il sert au transport, parce que comme ils sont nomades, ben, ils bougent, ils changent de place. Alors maintenant, ils sont motorisés, mais ils se servent quand même des chameaux pour déplacer leur matériel. Ils se servent du lait, qui est très riche, le lait de chameau, et la fibre. Alors, cet animal, il a la capacité de survivre à des températures très très basses, moins 40, à plus 40. Donc c'est vraiment un animal qui est très résistant. Néanmoins, quand même, il est soumis aux conditions climatiques, je vais en parler juste après, mais donc, voilà, ce chameau, il développe un sous-poil. Ce sous-poil, on ne tombe pas les chameaux, on attend qu'ils perdent leur poil, un peu comme le yak, et on va récupérer le sous-poil pour pouvoir en faire de la fibre. Alors, il faut savoir, j'en ai parlé dans la vidéo sur le Cachemire, c'est qu'actuellement, il y a une pression très importante sur les éleveurs, notamment en Mongolie, parce qu'il existe un phénomène climatique qui s'appelle le dzout. Le dzout, c'était un événement qui, il y a quelques années, survenait tous les 10 ans, plus ou moins. Le dzout, c'est quoi? C'est un vent excessivement violent, très très froid, et avec des chutes de neige très importantes. Eh bien, pour le moment, à cause du changement climatique, ce qui se passe, c'est qu'on a un dzout quasiment tous les ans. Et ce dzout, en fait, le vent étant tellement violent, les chutes de neige étant tellement importantes que ça touche vraiment tous les troupeaux nomades. Donc on a vraiment une pression sur les éleveurs nomades. Ils perdent beaucoup d'animaux. Cette année, il y a eu 7 millions de bêtes qui sont mortes avec le dzout de l'année 2024 qui a été particulièrement violent. Donc il faut savoir qu'il y a des éleveurs qui ont abandonné. En fait, c'est vraiment un gros problème. Il y a un reportage Arte sur le sujet. C'est un gros problème parce que ces gens se retrouvent dans les villes et ils n'ont pas les moyens de survivre parce qu'en fait, ils apprennent à élever leurs animaux et ils se retrouvent dans des villes et ils ne savent pas trouver d'emploi. Donc on se retrouve avec une situation qui est quand même compliquée en Mongolie à cause de ça et à cause de ce phénomène climatique qui fait qu'ils perdent leurs bêtes et c'est un mode de vie qui existe depuis des centaines d'années, des milliers d'années et ils sont en train de perdre leurs racines à cause de ce dzout qui est en train de tuer leurs animaux. Plus la surproduction, parce qu'il faut savoir que, en fait, avec le phénomène Cachemire, c'est qu'il y a une surproduction d'animaux qui détruisent l'habitat, qui détruisent les plantes, etc., etc. Et donc tout ça a un impact, forcément. Donc, c'est vraiment un sujet épineux, la production de cachemire, la production de chameau beaucoup moins parce qu'il faut savoir que on est quand même, c'est une fibre qui est beaucoup moins utilisée puisque forcément on ne sait pas tondre les chameaux et donc il faut attendre qu'ils muent et voilà, hein, c'est pas la même chose, mais il faut savoir qu'il y a quand même une pression quand même importante au niveau écologique et au niveau de la durabilité, au niveau de la production chez notamment les éleveurs mongols. Alors
Le cachemire, on le sait, il y a la Chine qui a un gros impact, ce qui n'est pas le cas pour le chameau. Donc voilà, pour donner un peu le contexte au niveau de la production de la fibre de chameau, ce qui se passe, et pourquoi est-ce que c'est important quand on choisit une fibre de ce style, c'est de choisir quelque chose qui soit durable, qui soit respectueux des animaux, mais respectueux aussi des hommes et de leur mode de vie. Parlons de la fibre de chameau maintenant. Alors comment est-ce qu'on récupère la fibre de chameau? On attend qu'il mue. La mue se fait sur une phase, il perd son duvet et il perd son poil. On va récupérer le duvet et on va récupérer le poil. Alors le duvet est évidemment beaucoup plus fin que le poil. Le duvet va être plutôt destiné au textile, enfin textile d'habillement, tandis que le poil de chameau, lui, va plutôt être destiné à tout ce qui est textile d'ameublement, parce que le poil est beaucoup plus épais et on ne sait pas porter ça à même la peau. Alors il y a ça, donc la double couche, si vous voulez, la double toison chez le chameau, mais il y a aussi l'âge de l'animal. Le bébé chameau et le chameau, c'est pas la même chose. Le bébé chameau, c'est la fibre la plus fine qu'on peut trouver. On trouve ça chez des animaux jusqu'à l'âge de 1 à 2 ans, et c'est une fibre qui a plus ou moins 16 à 20 microns. Donc c'est quand même très proche d'un alpaga très fin, voire d'un cachemire. Donc c'est quelque chose de très doux. Alors le duvet de chameau, c'est vraiment du duvet tout fin. C'est vraiment très agréable à toucher, c'est vraiment très doux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du chameau tout simple, parce que le chameau le chameau adulte, lui, on va être plutôt sur du 20, 22, 24 microns. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas doux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas portable, mais c'est quand même plus grossier qu'un duvet de bébé chameau. Maintenant, le duvet de bébé chameau, il faut savoir que c'est beaucoup plus rare que le chameau en lui-même. Donc, quand vous allez trouver du bébé chameau, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose d'excessivement fin, mais ça va être plus rare, donc ça va être plus cher, forcément. D'autant plus qu'on récupère le poil, non pas en tondant, mais en récoltant, parce que l'animal perd son sous-poil, comme le yak par exemple. Donc ça, c'est la spécificité de la fibre de chameau au niveau micronage et au niveau comment ça se comporte au niveau pas de la tonte, mais de la mue, et ce que vous allez pouvoir trouver sur le marché. J'ai parlé de fibre de chameau. La fibre de chameau, il faut savoir qu'elle se trouve en plusieurs couleurs. Là, c'est du beige clair au brun foncé en général. Donc vous allez trouver un panel de couleurs en fibre naturelle, donc en couleur naturelle, qui va du beige clair au brun foncé. Si vous trouvez du chameau blanc dans les entreprises qui font de la teinture, par exemple, c'est que c'est du chameau qui a été traité chimiquement pour le blanchir, comme on a, par exemple, le yak, c'est le cas. C'est pas naturellement blanc. Alors, il existe des chameaux blancs, mais ils ne sont pas excessivement fréquents, donc forcément, si vous trouvez dans une entreprise qui vend du chameau, je ne sais pas moi, Chesterwool par exemple, forcément il a été déteint, il a été dépigmenté si vous voulez, pour pouvoir faire prendre les couleurs, parce que forcément la couleur ne prend pas de la même manière sur du blanc que sur du beige clair. Donc le chameau naturellement n'est pas blanc, sauf quelques cas particuliers, mais qu'on ne retrouve pas facilement dans le commerce. Vous allez retrouver tout un panel plutôt entre le brun et le noir. Par contre l'alpaga, vous en retrouvez des blancs par exemple. Donc ça c'est au niveau des couleurs. Maintenant au niveau de la structure de la fibre, par rapport au mouton, je vais comparer par rapport au mouton. La fibre de chameau n'est pas identique à la fibre de mouton. C'est-à-dire que la fibre, quand vous regardez d'un point de vue microscopique, elle est creuse. Elle est creuse, donc forcément ça a un impact. La fibre de mouton, c'est quoi? C'est une fibre dense avec un cœur hélicoïdal, donc en forme d'hélice, et à l'extérieur, on a des écailles, des cuticules, on appelle ça des cuticules, qui sont plus ou moins importantes en fonction de la race du mouton. Dans le cas de la fibre de chameau, on a donc un cœur creux, pas cette dynamique, enfin ce centre hélicoïdal, et vous avez aussi des cuticules. Mais ces cuticules sont plus plates, elles sont aussi nombreuses, mais plus plates. Donc ça a un impact sur la fibre en tant que telle. Je vais expliquer ce que ça donne. Ça donne comme cette fibre est creuse, on a une meilleure isolation thermique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde la fibre, vous savez que, par exemple, dans le cas d'une fibre cardée et une fibre peignée, on a plus ou moins un impact sur la capacité thermique de cette fibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les fibres s'entremêlent, on a des poches d'air qui se forment. C'est ça qui fait l'isolation thermique d'une fibre. En fait, on a un matelas d'air entre la peau et l'extérieur qui est fait par toutes ces fibres. Alors forcément, une fibre peignée sera moins chaude qu'une fibre cardée. Ça, c'est pour vous donner une idée. Maintenant, quand on parle de fibre de mouton,
parlons fibre de mouton, vous allez avoir tout cet enchevêtrement de fibres, on va avoir cette isolation thermique. Parce qu'il y a des petites poches d'air qui se forment. Dans le cas de la fibre de chameau, ce qui se passe, c'est qu'on a toutes ces petites poches d'air qui se forment, mais en plus on a un creux à l'intérieur de cette fibre, une poche d'air, qui fait qu'on potentialise cette isolation thermique. Ce qui fait que la fibre de chameau, pour la même épaisseur, pour la même qualité de filage, etc., toute autre chose égale par ailleurs, comme disait mon prof d'économie. Donc, si on prend les mêmes critères, on aura une meilleure isolation que dans le cas de la fibre de mouton. Ça, c'est une des particularités de la fibre de chameau, qui est un camélidé, je le rappelle, et c'est le cas aussi des fibres d'alpaga, qui sont aussi des camélidés. On a cet impact-là. Ensuite, on a les fameuses écailles qui sont à l'extérieur de la fibre. Je rappelle que pour feutrer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau, il faut de la chaleur et il faut du savon. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une ouverture des écailles qui vont s'enchevêtrer et qui vont faire qu'on a un feutrage. Ce feutrage peut être voulu ou pas voulu, mais donc c'est le cas de la fibre de la laine bouillie, c'est qu'on va créer un feutrage pour pouvoir avoir un tissu parce que ça enchevêtre, ça donne quelque chose de dense. Dans le cas de la fibre de chameau, cet effet va être moindre. Il existe, la fibre de chameau peut se feutrer, mais ça va être moindre puisqu'en fait les cuticules sont beaucoup plus plates et donc on va moins avoir d'accroche. Donc on va avoir quelque chose qui va feutrer moins facilement. Comme ces cuticules sont plates, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez moins les sentir. Alors, je rappelle, en dessous de 20 microns, quand on n'a pas de pathologie ou qu'on n'est pas hypersensible, on ne sent pas la laine sur sa peau. Donc si vous prenez un mérinos extra fin à 19 microns ou un cachemire à 18 microns ou un chameau à 18 microns, vous n'allez pas le sentir. Par contre, les personnes hypersensibles vont le sentir. Mais quand on est au-dessus de 20 microns, eh bien, on va le sentir forcément. Mais si on a une fibre qui est un petit peu avec plus d'aspérité qu'avec moins d'aspérité, forcément vous allez sentir plus la fibre avec de l'aspérité que celle sans aspérité. Donc la fibre de chameau, toute autre chose égale par ailleurs, se sent un peu moins que la fibre de mouton. Maintenant, dans la fibre de chameau, je l'ai dit, on a du 16 à 20 microns pour le bébé chameau, on a du 20 microns et quelques jusqu'à 24 pour le chameau, mais le poil extérieur, ça peut aller jusqu'à 40 microns. 40 microns, quelle qu'elle soit la fibre, que ce soit de mouton ou de chameau, vous allez la sentir. Donc, elle se sent un peu moins, la fibre de chameau, que la fibre de mouton. Donc, à part ça, toutes les spécificités, c'est-à-dire inifuges, antibactériens, etc., sont les mêmes, parce que c'est du poil animal, et le poil animal, il a la même dynamique. On a un peu moins de lanoline sur le chameau, voire pas du tout, que sur la laine de mouton. Ça, c'est à savoir aussi. Donc, voilà pour... Sur le duvet, il n'y a pas de lanoline, donc forcément, c'est pas la même chose que le poil extérieur, mais bon, il faut savoir qu'on a un peu de lanoline, j'y arriverai, de lanoline sur la fibre de chameau, pas dans tous les cas, mais vous en avez quand même un petit peu par rapport à d'autres animaux qui n'en ont pas du tout. Donc, mais il y en a quand même beaucoup moins que sur la fibre de mouton. Au niveau textile, qu'est-ce que ça donne? Donc, comme on a une fibre creuse, on a quelque chose de plus chaud. Donc, vous pouvez vous permettre de tricoter, par exemple, quelque chose de plus fin. Vous aurez une sensation, par exemple en fingering, au lieu de diquer, pour avoir quelque chose, vous aurez quand même une sensation de meilleure isolation qu'avec une fibre de mouton. Comme c'est une fibre qui est creuse, on a peu de tonicité, donc on aura quelque chose d'un peu plus mou que de la fibre de mouton. Donc ça ne va pas être adapté à tout, forcément. Vous avez du halo, si c'est du duvet, vous avez du halo, comme si vous avez du halo, forcément vous allez noyer plus la texture. Mais encore, ça c'est une question de fibre. Donc la fibre de chameau, elle est adaptée à certains projets, mais pas à tous. Donc vous n'allez pas avoir une aussi belle définition que sur un fil peigné brun, par exemple, à chaussettes, que sur de la fibre de chameau. Ça reste une fibre résistante, un peu moins que la fibre de mouton, mais néanmoins, on a quand même une définition au niveau des points qui est moins bonne. Donc, par contre, vous avez plus de drapé sur la fibre de chameau que vous n'aurez dans un fil de laine qui est retordu. Parce que c'est lié à la structure même du fil qui fait qu'au niveau hélicoïdal, vous avez une mémoire de forme sur la fibre de mouton que vous n'avez pas sur la fibre de chameau. Donc il faut adapter vos projets en fonction de cette fibre. Donc le chameau, vous n'allez pas utiliser quelque chose qui va être super proche du corps. Si vous vous calculez quelque chose d'hypertonique, vous n'allez pas avoir ça au niveau de la fibre de chameau. Il faut quand même savoir que, je l'ai dit,
on a la fibre et la structure de la fibre en elle-même, mais on a aussi tout le travail de filage par ailleurs, qui fait qu'on peut avoir plus ou moins de tonicité dans une fibre en fonction de la façon dont on la travaille. En cardé, en peigné, en un brin, en 8 brins, c'est pas la même chose. Donc le résultat, il sera très dépendant aussi de la façon dont on file. Vous aurez de la tonicité avec un fil 8 brins filé en chameau, de chameau, que vous aurez plus de tonicité là-dessus qu'avec un fil à un brin en mérinos, par exemple. Donc, c'est apprendre aussi, réfléchir aussi à, qu'est-ce que je choisis comme fil pour quel projet? Là, on parle vraiment filature, on ne parle pas de fibre en tant que telle. Donc le chameau, c'est très intéressant. Ça reste quand même une fibre qui est beaucoup plus rare que le mouton. C'est une fibre qui est quand même beaucoup plus soumise à des problèmes climatiques et qui est aussi, toute la dynamique autour du cachemire, même si on exploite quand même beaucoup moins le chameau qu'on exploite la laine de cachemire. Donc on a moins de problèmes, si vous voulez, de respect des hommes, de respect des animaux qu'on a avec la fibre de cachemire. Mais il y a quand même toute cette dimension qu'il ne faut pas oublier d'impact écologique, d'impact au niveau de l'élevage en tant que tel, d'impact au niveau du maintien des traditions, par exemple des tribus, des éleveurs en Mongolie. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est une fibre qui doit rester raisonnable, on va dire. Il faut rester dans le raisonnable. Il existe des marques qui respectent le mode de vie de certains éleveurs. Il n'y a pas du tout de label par rapport au cachemire, où il y a un label pour respecter le cachemire. Vous n'avez pas ça au niveau du chameau, mais seulement il y a des marques de laine qui travaillent en étroite collaboration avec les éleveurs de Mongolie, par exemple, de Kazakhstan ou des Ouïghours, il faut le savoir. Et si vous devez choisir du chameau, n'oubliez quand même pas de vous orienter plutôt de ce côté-là, plutôt que de choisir une fibre de chameau dont vous ne savez pas l'origine et la provenance. Mais ça, c'est valable pour tout, c'est important, parce que ça permet de faire maintenir une fibre textile tout en respectant la nature, en respectant les animaux et en respectant le travail des hommes. Alors, s'il n'existe pas de normes et de labels qui certifient que les animaux sont traités correctement, que les hommes sont traités correctement, que l'environnement est traité correctement, comment s'y retrouver? En fait, on peut déjà se baser sur des normes qui sont des normes beaucoup plus généralistes, telles que GOTS, par exemple, qui est une certification très stricte, des normes très strictes au niveau environnemental, notamment sur le traitement des déchets, sur les conditions de lavage par exemple, sur les conditions, c'est surtout sur l'environnement en fait, sur la façon dont on traite la fibre dans le milieu textile. Donc une norme GOTS, ça vous garantit quelque chose quand même au niveau environnemental, au niveau du rejet des produits toxiques dans la nature, parce que la teinture, quelle qu'elle soit, elle est toxique, elle a un impact sur la nature, il faut le savoir, quelle qu'elle soit. C'est pas pour rien que du temps du Moyen-Âge, quand on teignait, on mettait les teinturiers en aval des châteaux, comme les tanneurs, parce qu'on savait pertinemment bien que quand il y avait un teinturier, quand il rejetait des trucs dans la nature, eh bien, ça avait un impact sur l'eau qui sortait de là. Et donc, il ne fallait pas que le ruisseau traverse le château et qu'on se retrouve avec quelque chose de pollué. Donc, on le savait. On sait que la teinture a un impact, qu'elle soit faite avec des végétaux ou qu'elle soit faite avec des acides. La teinture, elle a un impact et non négligeable, il faut le savoir. Donc la norme GOTS, c'est déjà quelque chose qui peut vous assurer que vous avez quelque chose qui a été correctement traité et on s'est préoccupé de qu'est-ce que ça rejette dans l'environnement. Ensuite, on a la norme Responsible Wool Standard, RWS, qui, elle, s'axe surtout sur les conditions d'élevage de l'animal. Donc, on veut vraiment porter attention, alors ça s'axe surtout sur la laine, mais aussi la fibre, à ce que les animaux soient traités correctement et que les éleveurs soient payés correctement, un peu comme du fair trade, si vous voulez. Donc cette norme RWS est aussi une norme de qualité quant à la production de la fibre et dans quelles conditions les animaux ont été élevés, dans quelles conditions ça a été tondu dans le cas où on tonde, dans lequel ça a été collecté dans le cas où on collecte, et comment sont rémunérés les éleveurs par rapport à ça. Donc ces deux normes-là sont déjà des normes de qualité qui sont plus généralistes, mais si vous retrouvez ça sur les fibres, vous pouvez vous dire quand même qu'il y a quand même une prise de conscience de l'impact environnemental ou de la façon dont on traite les animaux et les hommes. Parlons maintenant de quelques marques de laine, puisqu'on ne sait pas
trouver un label. Parfois, on a du mal à s'y retrouver. J'ai donc ciblé quelques marques que je connais qui font de la fibre de qualité. C'est par exemple Fonti. Fonti, ils ont 2 fibres de chameau, alors 100% chameau, le Gobi 1, le Gobi 2, le Gobi 3. Pourquoi Gobi 2, pourquoi Gobi 3? Parce qu'un c'est du 2 brins, l'autre c'est du 3 brins. On est sur la même épaisseur. C'est de la fibre qui est issue d'élevage ouïghour et mongol, et donc on a un respect des animaux et de la façon traditionnelle d'élever les animaux en Mongolie notamment, pour pouvoir avoir un produit de qualité. Donc chez Fonti, vous aurez une fibre de qualité parce qu'en plus, ça aide à soutenir les communautés locales à continuer un élevage traditionnel. Donc cette fibre-là chez Fonti, Gobi 2, Gobi 3 est une fibre qui remplit un certain cahier des charges, si vous voulez, au niveau respect environnement et au niveau respect des éleveurs et respect des animaux. Ensuite, vous avez non pas un producteur de laine, mais plutôt une association qui soutient, qui favorise la protection du léopard des neiges, c'est Snow Leopard Trust. Ils proposent plusieurs produits, mais ils vont proposer de la laine de chameau dans leurs produits, les multiples produits qu'ils produisent, pour pouvoir soutenir et favoriser la protection du léopard de neige, vous allez trouver de la laine de chameau. En fait, cette laine de chameau, elle vient des éleveurs qui vivent dans la zone d'habitation du léopard des neiges, donc en favorisant un respect des animaux, en favorisant un respect de la tradition à la région, en fait, on a un impact sur la protection du léopard des neiges et la protection de l'habitat du léopard des neiges. Du léopard des neiges, vous avez un respect de l'habitat et donc forcément, en faisant ça, vous allez apporter des fonds aux communautés et vous allez apporter des fonds à la protection du léopard des neiges. Donc ça, c'est Snow Leopard Trust. La laine est non teinte, il n'y en a pas énormément, mais bon, vous savez que vous pouvez, si vous êtes une fan de félin, par exemple, ou un fan de félin, en faisant ça et en achetant de la laine là-bas, vous savez que ça va se dédier à la protection du léopard des neiges. Ensuite, vous avez aussi une marque de laine qui s'appelle Noble Nomads, qui ne produit pas que du chameau, qui est en fait ce sont deux personnes d'origine mongole à la base, qui travaillent avec les gens de la région Omi-Gobi, donc en Mongolie, et ils développent une fibre en respectant les traditions de la région, en respectant les traditions d'élevage, en respectant l'environnement et en respectant les animaux. Noble Nomad, c'est une firme qui a beaucoup travaillé avec Lang, maintenant ils se sont séparés de Lang, mais ils vous proposent des fibres de cachemire, de mouton, de chameau et de yak, non teintes, qui sont à un prix certain, voilà. Mais il faut savoir que c'est dans une démarche de respect des traditions et des animaux. Et donc, vous avez une fibre de qualité qui est proposée par Noble Nomads. Et pour terminer, on a Pasquali Filati Naturali. Pasquali, c'est une firme allemande, contrairement à ce que pourrait dire son nom, qui fait de la fibre, c'est une filature en fait, et notamment ils ont une gamme de fibres de chameau qui est le Camel Decay. Le Camel Decay, c'est juste une fibre, je pense qu'elle est non teinte. Vous allez trouver donc de cette fibre de chameau qui va être aussi dans le respect des animaux, et en fait le patron de la filature va carrément sur place pour choisir les éleveurs avec qui il va travailler. Donc il s'assure d'avoir une traçabilité de sa fibre. Donc vous pouvez trouver dans ces 4 exemples que j'ai donnés des fibres de qualité, même s'il n'existe pas de label. Quand on choisit une fibre, on se renseigne sur l'origine de cette fibre, sur la traçabilité, sur la façon dont sont traités les animaux et sur la façon dont ça peut avoir un impact sur l'environnement. Parce que acheter une fibre de qualité issue, par exemple, d'un élevage respectueux et la teindre comme un bourrin, on va dire, voilà quoi, hein. Bon, donc on respecte la filière, c'est important de respecter la filière. Donc voilà un peu ce que vous pouvez trouver sur le marché actuellement au niveau fibre. Il en existe bien d'autres. Ce que vous allez trouver beaucoup aussi, c'est des mélanges. Mérinos par exemple, soie et cachemire. Mérinos, soie et chameau, vous allez trouver beaucoup. Chameau, soie aussi. Donc vous avez surtout des mélanges parce qu'on attire surtout l'attention sur le luxe de cette fibre, en la mélangeant avec une autre fibre luxueuse telle que la soie. Donc vous n'allez pas nécessairement trouver du 100% chameau, mais vous allez trouver des mélanges. Je pense notamment chez la teinturière, vous allez trouver des mélanges.
Je vous cite 3 patrons. Je me suis limitée à 3 patrons parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et en plus, je n'ai pas trouvé nécessairement facilement des patrons qui étaient faits en 100% prévus à la base, en 100% chameau. Il y en a qui ont interprété ça en 100% chameau. Mais ici, bon, par exemple, je vous cite des patrons de designers qui ont vraiment travaillé la fibre de chameau pour avoir un patron qui est designé pour la fibre de chameau. Alors, ces 3 patrons, ce sont 3 patrons avec la même firme de laine, c'est Mayak. Mayak, c'est une firme, je pense, américaine. Et la propriétaire, je crois qu'elle a des origines italiennes, parce qu'elle fait souvent des retraites tricot en Italie. Et elle cible souvent les designers connus pour pouvoir travailler avec eux. Donc, Mayak, elle propose de la fibre de yak, mais aussi de la fibre de chameau. Et elle a du baby camel. Un patron qui vient de sortir, c'est le Pola de Natasha Hansby. C'est un pull, pas un gilet, un pull court, qui peut s'allonger forcément, qui est créé en top-down, avec un col cheminé mais large. Mix entre col cheminé et col bateau, ça doit avoir un nom dont je ne me rappelle pas. Je ne suis pas ultra fan de ce col-là, moi j'aime pas ce genre de col, même si ici ça ressemble un peu à ça, ce que je porte. Surtout quand il monte. Je trouve ça un peu, ça fait un peu engoncé, c'est pas mon goût, mais bon. Personnellement, je le ferai plus court, mais ça n'empêche que je veux le proposer parce que je le trouve très intéressant. La texture est intéressante, la version est intéressante, c'est-à-dire qu'elle a fait 2 versions. Elle a fait une version très sobre, avec un motif de diamant de dessin, et puis elle a fait une version brodée avec plein de petits motifs brodés avec une couleur contrastante, dont elle s'est servie pour faire le bord du col, des manches et du bas du corps. Donc ça, c'est vraiment très chouette comme patron. Les patrons de Natasha Hansby, ils sont très bien détaillés, ils sont très qualitatifs. Elle a utilisé de la baby camel qui est une sport, mais elle a un échantillon fingering avec du 26 mailles aux 34 ans. Le patron n'est qu'en anglais. Il est au prix de 8,50 €. Il est très probable qu'il y ait une promotion parce que je pense qu'il est sorti hier ou avant-hier. Il y a une promotion sur son Instagram à mon avis. Je ne suis pas certaine, hein, mais voilà, je pense de toute façon. Il est prévu en 8 tailles. Alors, les 8 tailles, c'est quoi? C'est de 86 cm à 159 cm et demi, avec une aisance prévue de 5 à 10 cm. Donc, c'est pour les personnes qui font 76 cm de tour de poitrine aux personnes qui vont jusqu'à 154 cm de tour de poitrine. C'est du top-down. Elle fait toujours, quasiment toujours, du top-down ou des constructions un peu particulières. Natasha Hansby, je vais dire que ce n'est pas débutant. Il faut déjà connaître un petit peu, c'est très amusant à tricoter, c'est vraiment très bien écrit. Vous pouvez vous lancer tête baissée, franchement, les patrons de Natasha Hansby, ils sont bien taillés et ils sont bien écrits. Donc ce patron, par contre, il n'est qu'en anglais, hein, comme je vous ai dit. Elle fait souvent des vidéos pour pouvoir vous accompagner dans certains points techniques. Qu'au dire de plus, il y a une aisance positive de 5 à 10 cm, je pense que je l'ai dit. Il faut entre 1050 et 1750 mètres de couleur principale et 75 à 100 mètres de couleur contrastante si vous ne faites pas les petites floches, comment dire, la petite broderie que vous avez sur les motifs. Vous n'êtes pas obligé de la faire partout, hein. Vous pouvez la mettre de manière aléatoire sur le motif si vous avez envie. Donc ça, c'est un très chouette patron qui n'a été fait qu'en 100% chameau. Un autre patron, c'est un patron d'Isabelle Kremer. Alors les deux autres sont des patrons d'Isabelle Kremer. Vous avez le Malibu. Malibu fait en octobre 2022, qui a été fait en baby chameau et en yak. Ce patron, ben, là c'est de la sport, hein. On est sur du 19 mailles au 33 rangs avec des aiguilles 3,75 et 4 mm. Il vous faut 759 à 795 mètres. Et là, ici, il est prévu aussi en français. Ce patron, il a été traduit en français. Et ici, vous avez un jeu de texture, vous avez un jeu de mosaïque et un jeu de rayures. Donc, vous allez pouvoir avoir un patron qui n'est pas ultra compliqué, mais qui vous permet de jouer et de vous amuser quand vous allez le faire. Il est très grand, parce qu'en sport, comme ça, il est franchement très grand. Même si, quand vous regardez les photos, vous avez l'impression qu'il est très grand. Isabelle Kremer, elle est très petite, hein. Très petite, très fine. Donc, il est grand, certainement, il est très grand, mais par contre, il paraît moins grand, enfin, il est certainement moins grand qu'il n'y paraît, vu la taille d'Isabelle Kremer. Elle a peut-être mis la taille,
Je cherche pour vous donner l'idée. Bah si, il fait 2 mètres de largeur sur 80 cm de profondeur. Donc il est grand. 2 mètres, c'est quand même un grand... Je peux le porter, moi, personnellement, 2 mètres, alors que je suis grande et que je ne suis pas mince. Je pourrais le porter sans problème. 2 mètres, ça reste une taille très raisonnable. Et elle a prévu une version en 2 couleurs et une version en 3 couleurs. Et il faut pour la version de couleur 477 mètres de couleur 1, 317 mètres de couleur 2, et pour la version 3 couleurs, il faut 300 mètres de chaque. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, 300 mètres, non, 477, 200 et 117, pardon, je me mélange les pinceaux. Donc vous pouvez jouer aussi avec des restes de laine, et pourquoi pas mélanger si vous avez envie de mélanger. Quand vous faites un châle, vous n'êtes pas obligé, quand vous partez sur du 100% chameau par exemple, et que vous manquez de laine, vous pouvez mélanger avec une autre fibre, il n'y a pas de problème. Il faut juste peut-être pas mélanger végétal et animal, mais vous pouvez partir sur une autre fibre animale si vous avez envie, pourquoi pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir à exactement la même fibre, exactement le même retors. C'est un châle, c'est pas un pull. Donc l'échantillon n'a pas une importance fondamentale. Je le rappelle, juste choisissez une fibre qui se comporte plus ou moins de la même manière, mais ça, on peut en rester là, de toute façon. On n'était pas obligé de prendre 100% chameau si vous n'avez pas les moyens de vous payer tout un châle en 100% chameau, mais vous pouvez vous dire, ah ben moi je me paye une pelote et je termine le rabat et la bordure du fond avec mon 100% chameau pour tester mon 100% chameau. Pourquoi pas? Donc voilà ce châle qui est tout compte fait facile. C'est un patron qui n'est pas débutant, mais qui n'est pas non plus intermédiaire. Donc c'est un débutant qui n'a pas froid aux yeux. Vous pouvez vous lancer dans ce patron-là. Et en plus, les patrons sont bien écrits de chez Isabelle Kramer. Et un autre patron d'Isabelle Kramer, ça c'est un grand basique, c'est le Black to Life. Back to Life. C'est un patron qui est fait en contiguous. Le contiguous, c'est quoi? C'est comme un raglan. Enfin, comme un raglan. Vous allez commencer par monter vos mailles et vous, non pas pour augmenter, quand vous faites un raglan, vous augmentez sur le devant et sur le dos, de 2 mailles, une maille sur la manche, une maille sur le devant, une maille sur la manche de l'autre côté, une maille sur le dos. Le problème du contiguous, c'est que vous allez augmenter sur une ligne tous les rangs pour créer la ligne d'épaule. Et après, vous allez travailler les manches. Donc, c'est comment dire, une étape intermédiaire entre les manches montées et le raglan. Vous avez le contiguous. Alors, fut un temps, j'étais très fan de cette méthode-là, je l'aime moins maintenant, sauf pour les hommes où je détaille et je fais un plus grand panneau sur l'épaule pour pouvoir travailler mon contiguous, mais pour les femmes, quand il s'agit que de rangs, je l'aime moins. Cette méthode, je trouve que la tête d'épaule n'est pas parfaite comme j'aurais envie qu'elle soit, je préfère les manches montées, mais soit, c'est personnel, ça n'est pas... bien ou mal de faire du contiguous, personnellement, je préfère les manches montées que le contiguous. Donc le Back to Life, c'est un patron très basique. C'est un patron que vous pouvez décliner comme vous avez envie de le décliner. Il a été fait en baby camel de Mayak, donc en sport, avec un échantillon de 21 mailles, 32 rangs, en jersey, et elle vous propose une version brodée. Donc vous pouvez la broder, vous pouvez faire des rayures, vous pouvez décliner ça comme vous en avez envie, c'est une page blanche en fait, c'est vraiment un canevas ce patron-là pour pouvoir explorer la texture, ce genre de choses. Le patron est fait pour vous et vous vous amusez, et si vous n'avez pas envie de vous amuser, ben vous faites du jersey. Donc voilà pour ce patron. Donc il y a 9 tailles prévues qui sont de 84 cm à 160 cm, avec une aisance de 7,5 à 13 cm. L'aisance est incluse. Je rappelle, c'est quoi l'aisance? C'est l'espace, les centimètres que vous avez en plus ou en moins pour porter un pull. Quand vous portez un pull, soit il a une aisance positive, neutre ou négative. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait une vidéo sur l'aisance, mais dans le cas ici, c'est de l'aisance qui est positive et cette aisance est inclue. Donc quand vous choisissez le patron qu'il est marqué 84 cm, vous vous dites, vous allez retirer 7,5 à 13 cm pour pouvoir dire, ben moi je fais un tour de poitrine de 71 cm, eh bien je vais choisir la taille 1 qui est de 84 cm, j'aurai 13 cm d'aisance. C'est pas énorme, hein, 13 cm d'aisance, c'est une aisance
confortable, mais ce n'est pas de l'oversize. Donc vous allez avoir quelque chose qui est porté correctement avec, la majorité des pulls ont une aisance de 10 cm souvent, quand on a des pulls qui ne sont pas près du corps, mais qui ne sont pas oversize, c'est souvent 10 cm, 15 cm parfois. Donc ce pull-ci, il est prévu, donc je dis, de 84 à 160 cm et il est prévu en anglais et il est au prix de 6,50 €. Vous l'aurez compris, la fibre de chameau, c'est une fibre qui est assez confidentielle, que vous ne trouvez pas nécessairement facilement, qui est une fibre qui reste quand même une fibre qui pourrait être soumise dans l'avenir à une pression commerciale. Il ne faut pas se leurrer, mais c'est quand même une fibre que vous trouvez moins facilement que le cachemire. Donc personnellement, j'ai jamais vu passer des publicités de Temu sur le chameau, 100% chameau, comme je vois passer des publicités Temu sur 100% cachemire, qui est un cachemire issu de Chine et non de tribus nomades ouïghours ou de tribus nomades mongoles, où on respecte les animaux, où on a une certaine tradition au niveau de la transhumance et ce genre de choses. Donc voilà, hein. Donc quand vous choisissez du chameau, n'hésitez pas à faire attention à la provenance, à la façon dont les animaux ont été traités, qui sont les peuplades derrière, qui est la société derrière, est-ce que la laine a été blanchie ou pas, parce qu'il faut le savoir que ça a un impact écologique. Donc tout ça, ce sont des préoccupations quand on choisit une fibre, mais quelle qu'elle soit de toute façon. Cette vidéo, Accès Fibres, fait partie d'une playlist sur les fibres. J'ai abordé le sujet du mérinos, du mouton, de la soie, de l'alpaga, etc. Donc les fibres très classiques, le mohair par exemple, qui sont très en vogue pour le moment. Là, je vais creuser un peu plus dans les fibres un peu plus confidentielles. Je parle de l'animal, mais il y a aussi le végétal, donc il y aura d'autres vidéos fibres sur l'année. Si vous avez envie et vous êtes curieux, que vous n'avez pas regardé ces fibres-là, j'ai une playlist sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, j'ai abordé le chameau. Vous l'aurez compris, ça reste une fibre confidentielle. Mais pourquoi pas? Parce que ça vous permet d'explorer plein de techniques différentes, plein de fibres différentes, des ressentis différents, parce qu'on ne travaille pas le chameau. On ne ressent pas la même chose quand on travaille du chameau que quand on travaille de l'angora, ou quand on travaille du mohair, ou qu'on travaille de la soie. Voilà. Et ça permet d'appliquer plein de choses et de se dire, bah, telle fibre est intéressante, telle fibre est intéressante. Donc ça va faire partie des nombreuses vidéos que je vais vous proposer durant l'année, qui vont s'axer sur les fibres. À un moment donné, je tomberai à court de fibres, il ne faut pas se leurrer, parce que ce n'est pas extensible à l'infini, mais voilà, donc cette année ça sera un peu plus sur les fibres plus confidentielles, forcément, puisque j'ai déjà abordé les grands sujets des fibres, le mérinos, etc. Je parlerai peut-être plus de moutons plus particuliers et des particularités de certains moutons. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai à Metz le 1er et 2 février, donc pour vous proposer ma laine, pour donner un atelier de jacquard. Je mets le lien ici en dessous pour vous inscrire, mais vous me retrouverez de toute façon, si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Metz, en vidéo la semaine prochaine avec un autre sujet. À samedi prochain.